Il est facile de regarder en arrière, d'étudier l'histoire de la guerre et de découvrir des rapports dramatiques d'exploits héroïques, de prouesses audacieuses, de mégalomanes maléfiques et de dictateurs vicieux. Et très vite, vous vous trouverez complètement détaché de tels événements. Les guerres turbulentes, qui ont eu lieu il y a si longtemps, semblent avoir peu de lien avec la réalité et sont souvent le stuff de légende. Que vous considériez les conflits des Grecs anciens, les batailles pour Troie ou la conquête d'Alexandre le Grand pour la domination mondiale, ce que nous savons maintenant doit souvent plus aux cinéastes des interprétations plus récentes du passé. La guerre concerne les héros, la gloire et une histoire palpitante, et invariablement, les véritables horreurs du conflit humain sont perdues dans le récit. De plus, l'adage selon lequel l'histoire n'est jamais écrite que par les vainqueurs est extrêmement précis, ou l'était jusqu'à l'utilisation plus large de la photographie et du film développé au cours du XXe siècle, peignant un tableau très différent en effet. Alors, pour vraiment comprendre le concept de guerre, à l'échelle mondiale, les années de la Seconde Guerre mondiale de 1939 à 1945 fournissent peut-être le premier aperçu complet de l'inhumanité de l'homme envers l'homme, aux côtés de la bravoure et de l'héroïsme qui montrent les pires et les meilleurs aspects de la nature humaine. Incroyablement, il existe des images d'archives de chaque étape de ce conflit. Et alors que nous considérons les événements de la Seconde Guerre mondiale chronologiquement, ce livre se construira dans la chronologie complète. C'est notre passé avec lequel nous pouvons vraiment nous connecter, révélant une histoire jonchée de survivants vivants et respirants qui peuvent encore raconter des histoires de camaraderie, de difficultés, de souffrances, et malheureusement à l'occasion de la futilité de la bataille. Cependant, nous sommes déjà plutôt en avance sur nous-mêmes, car du fait que c'est une Seconde Guerre mondiale, les événements de la Première Guerre mondiale sont essentiels pour dénouer les pourquoi et les comment de tout, de l'ascension au pouvoir d'Adolf Hitler en Allemagne jusqu'à l'ordre du président américain Truman de bombarder Hiroshima. La Première Guerre mondiale, qui s'étend de 1914 à 1918, est souvent appelée la Grande Guerre, bien qu'il y ait peu de choses grandes à ce sujet. On l'appelait aussi la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, ce qui est plutôt un triste contresens avec le bénéfice du recul. Les chiffres des victimes sont stupéfiants, avec environ 40 millions de personnes souffrant de blessures à un niveau très personnel, et au moins la moitié de ces victimes se sont avérées fatales. Cette soi-disant Grande Guerre s'est terminée par un armistice, à 11h le 11 novembre, le 11e mois 1918, après quoi l'Empire allemand vaincu a connu sa propre révolution interne, menant à la fin de la monarchie et à l'établissement de l'Allemagne en tant que république. Même après la signature de l'armistice, les forces victorieuses ont maintenu leur blocus autour du pays. Cela a conduit à une réduction sévère des importations et des exportations, ce qui n'a guère aidé l'Allemagne à se reconstruire. En 1919, des délégués du monde entier se sont réunis à Paris pour restaurer un sentiment d'ordre mondial, d'harmonie et d'unité. L'objectif principal était d'empêcher une autre guerre à cette échelle de se reproduire et la Société des Nations a été créée. Le traité officiel qui a marqué la fin de la Première Guerre mondiale est venu un peu après la conférence de paix de Paris et a formé l'épine dorsale de la Société des Nations. Le traité de Versailles a été rédigé par les Alliés victorieux et signé par toutes les parties le 28 juin 1919.
Mais de nombreux historiens pensent que ce traité bien intentionné a fait plus pour causer une seconde guerre mondiale plutôt que de l'empêcher. Signé dans la magnifique Galerie des Glaces de Versailles, le seul pays qui n'a pas été autorisé à participer au processus était l'Allemagne. Les répercussions et les lourdes pénalités imposées étaient donc inapplicables et créeraient un sentiment national de ressentiment et de revanche. C'est ce manque de prévoyance qui permettrait finalement aux vues extrémistes d'Adolf Hitler d'être non seulement écoutées, mais aussi mises en œuvre. Et ce n'était pas seulement l'Allemagne qui était mécontente du résultat. L'Italie pensait qu'elle aurait dû faire mieux et le Japon impérial était mécontent de son échec à gagner des parties de la Chine. Nous savons maintenant bien sûr que ces trois pays formeraient une alliance dangereuse avec l'Allemagne, l'Italie et le Japon rejoignant une coalition de l'Axe pour exiger du territoire et du respect, qu'ils estimaient que le traité de Versailles leur avait volé. Les choses ont été rendues beaucoup plus mauvaises parce que l'Allemagne a également été forcée d'accepter la responsabilité unique du conflit, de payer d'énormes sommes d'argent aux nations alliées pour les dommages que la guerre avait causés et de céder des terres à des groupes ethniques spécifiques pour former de nouveaux pays. Une partie de l'accord exigeait également que l'Allemagne démantèle l'armée et la fabrication de tout armement était interdite. Pour une nation fière, avec une tradition distinguée de construction d'empire, le traité ajoutait l'insulte à l'injure et comme le disent les livres d'histoire, un accord de quelque nature que ce soit ne tiendra jamais que si toutes les parties impliquées ont quelque chose à gagner en y adhérant et ont le sentiment que, victorieuse ou perdant, justice a été faite. À la fin de la Première Guerre mondiale, la plupart des nations qui y avaient participé et leurs citoyens ont développé une mentalité pacifiste, ne voulant plus jamais vivre les horreurs du conflit. Cependant, il y avait ceux, malheureusement, qui avaient été inspirés par l'expérience et deux des plus célèbres de ces hommes étaient Adolf Hitler et Benito Mussolini. Avec des vues également déformées et un goût distinct pour le fascisme, il représentait un danger pour l'idée tant désirée de paix mondiale et aucun d'eux ne perdrait de temps à prendre le pouvoir. En 1919, on supposait généralement que tous les États européens seraient à l'avenir démocratiques dans leur structure et donc suffisamment similaires et pacifiques pour faire fonctionner efficacement la machinerie de la Société des Nations, mais cela s'est avéré être beaucoup plus un rêve qu'une réalité. Néanmoins, l'Europe s'est reconstruite et en une décennie a retrouvé les mêmes niveaux de productivité qu'elle avait connus en 1913, avant le début de la Première Guerre mondiale. Mais cette prospérité devait être de courte durée, et après le krach de Wall Street de 1929, le monde entier a connu une période de l'histoire qui est devenue connue sous le nom de Grande Dépression. Pour le peuple allemand, déjà durement touché par l'énorme dette de guerre qu'ils avaient contractée à cause du traité de Versailles, ce fut un coup terrible pour leur économie déjà en ruine. Cependant, ce qui était une mauvaise nouvelle pour l'Allemand ordinaire dans la rue s'est avéré très avantageux pour Adolf Hitler et il a été rapide à saisir l'occasion de monter au pouvoir. Ce chapitre est intitulé « La route vers la guerre » et il n'y avait personne de plus désireux de suivre cette voie qu'Adolf Hitler, qui était ironiquement autrichien de naissance. Né le 20 avril 1889, fils d'Alois et Clara Hitler dans la petite ville de Braunau am Inn, Adolf a rarement excellé à l'école et ayant perdu ses deux parents alors qu'il était encore jeune, il s'est retrouvé seul à Vienne, luttant pour se faire sa place dans le monde en tant qu'artiste. Blâmant déjà les autres pour ses problèmes, avec le groupe d'Autrichiens antisémites avec lesquels il s'est lié, les Juifs sont devenus une cible pour sa haine.
Hitler méprisait les autorités autrichiennes pour avoir permis aux Juifs d'occuper des positions de pouvoir et comme ses fortunes allaient de mal en pis jusqu'à ce qu'il vive dans la rue après avoir échoué lamentablement en tant qu'artiste, son aversion pour l'Autriche et les Juifs est devenue plus profondément enracinée que jamais. À la première occasion, Hitler a quitté l'Autriche et en 1913, il s'est dirigé vers l'Allemagne, s'installant à Munich. Lorsque la Première Guerre mondiale a été déclarée l'année suivante, il a demandé la permission de combattre avec l'armée allemande et il est rapidement devenu un patriote fervent. Après avoir servi dans les tranchées, Hitler, comme beaucoup de ses camarades allemands, a été dégoûté lorsque le gouvernement allemand a capitulé en 1918 et après la guerre, il s'est joint à eux pour lutter pour la restauration de sa patrie adoptive à une position de pouvoir. Ce n'est pas longtemps après la ratification du traité de Versailles que Hitler a commencé sa carrière politique en prenant la parole lors d'une réunion du Parti ouvrier allemand et ses talents d'orateur ont vite été remarqués. Il a rapidement pris le contrôle du parti qui est devenu plus largement connu sous le nom de Parti national-socialiste des travailleurs allemands et les nazis étaient en route. Néanmoins, en 1923, Hitler estimait que les moyens politiques étaient trop lents et il a tenté un coup d'État militaire dans une brasserie de Munich qui a été un désastre. Hitler a été condamné à 5 ans de prison, mais sa popularité était déjà bien établie et il n'a purgé que 13 mois, pendant lesquels il a écrit Mein Kampf, exposant tous ses plans pour une nouvelle Allemagne. Et bien sûr, cela l'a mis dans la position idéale pour offrir le salut à l'Allemagne au début des années 30, alors que les terribles difficultés de la dépression commençaient vraiment à se faire sentir, et des personnes rationnelles qui auraient autrement rejeté Adolf Hitler comme un fanatique ont commencé à croire ce qu'il disait. C'était très certainement le cas lorsqu'il s'agissait de reconstruire l'armée allemande, fournissant des emplois très nécessaires, mais qui étaient strictement interdits par le traité de Versailles. Après l'incendie du Reichstag, en 1933, Hitler a accusé les communistes d'avoir tenté de détruire le siège du gouvernement allemand et peu de temps après, Hitler a pris le pouvoir. Sa position a été encore renforcée lorsque le président Hindenburg est mort en 1934 et maintenant le pouvoir de Hitler est devenu absolu. Le Führer allemand détenait maintenant les titres de chef de l'État, commandant en chef des forces militaires allemandes, chancelier et chef du parti nazi. Il n'y avait aucun doute, Hitler régnait en maître et il a commencé à construire son empire à une vitesse alarmante. En 1935, les rangs de l'armée avaient gonflé à plus de 500 000 et la production d'armes et de munitions avait repris. De plus, la Rhénanie, une région à l'ouest bordant la France, a été réoccupée par des unités militaires. Cette région avait été démilitarisée après la Première Guerre mondiale, mais malgré la violation de traité après traité, le reste du monde a fait peu pour contrôler le nouveau régime militaire allemand. Malgré la menace que Hitler représentait maintenant, les Britanniques et les Français n'ont pris aucune mesure. En fait, Hitler était assez vulnérable à ce moment-là si les Alliés l'avaient réalisé. Évidemment, gagnant en confiance, Hitler a commencé à accélérer le processus. Et avant qu'il y ait une chance pour quiconque de faire quoi que ce soit de plus, les nazis étaient en mouvement à travers l'Europe. Lorsque Hitler a annoncé ses intentions, lors d'un congrès nazi à Berlin de marcher sur la Tchécoslovaquie, les acclamations étaient retentissantes. Et en 1938, le nouveau Premier ministre britannique Neville Chamberlain a été contraint de faire quelque chose contre l'agression allemande. Mais Hitler a pu jouer la montre parce que Chamberlain était farouchement contre la guerre, prêt à payer n'importe quel prix pour ne pas se battre, et en septembre, il s'est envolé pour Munich pour rencontrer Hitler, le leader italien Mussolini et le Premier ministre français Édouard Daladier.
Pour Chamberlain, l'apaisement était la voie à suivre. Et alors que les citoyens britanniques se préparaient à la guerre au cas où, leur Premier ministre a conclu une solution pacifique avec Hitler. En permettant au dictateur allemand d'obtenir un peu de terre en Tchécoslovaquie, il n'irait pas plus loin et lorsque le traité de Munich a été signé, Chamberlain est rentré triomphant, affirmant qu'il portait un morceau de papier qui assurait la paix plutôt que la guerre. Chamberlain a été acclamé en héros, mais son collègue politique, Winston Churchill, était loin d'être convaincu. Il a affirmé que la Grande-Bretagne et la France devaient choisir entre la guerre et le déshonneur, et pour Churchill, les deux nations avaient choisi le déshonneur et il a prédit qu'il y aurait la guerre. Puis, le 15 mars 1939, sans prévenir, les nazis ont envahi la Tchécoslovaquie. Et lorsque Prague est tombée, les pires craintes de Winston Churchill se sont avérées fondées et Chamberlain a dû faire face à l'horreur totale de ce qui l'attendait. Avec une grande rapidité, Hitler a regardé vers le voisin oriental de l'Allemagne, la Pologne, mais avec un réel danger que les Russes attaquent ses troupes de choc nazis, il a dû planifier son prochain mouvement avec beaucoup de soin. Bien qu'ils soient des alliés improbables, Hitler a conclu un pacte de non-agression avec le leader russe Joseph Staline, et la route vers la guerre était grande ouverte. Il ne faisait aucun doute que les Britanniques et les Français n'auraient d'autre choix que de venir en aide à la Pologne en cas d'invasion allemande en raison des pactes déjà en place. Mais Hitler avait bien utilisé son temps et était prêt à affronter toutes les conséquences, ainsi que tout ce que les forces alliées pourraient lui lancer. Aux premières heures du matin du 1er septembre 1939, une force allemande écrasante de plus d'1 million de soldats, soutenue par des avions tactiques et des divisions de chars Panzer rapides au sol, a été mobilisée et a envahi la Pologne en utilisant une blitzkrieg sur 3 fronts. Le terme blitzkrieg, une fois traduit, signifiait tout simplement « coup de foudre ». C'était une manœuvre militaire tactique développée par un officier de l'armée nommé Hans Guderian et soutenue par Hitler lui-même, basée sur la surprise et la rapidité. Elle utilisait des soldats à pied sur le terrain et des chars avec des avions fournissant une couverture supplémentaire depuis le ciel, et la raison pour laquelle Hitler a adopté un tel plan nouveau et radical était due à ses expériences de la Première Guerre mondiale, où très peu de progrès ont été réalisés pendant des mois à la fois. L'inverse était vrai avec la Blitzkrieg, car le but était de foncer rapidement et de créer le chaos et la panique en utilisant la vitesse, la coordination et le mouvement tactique. Les bombardiers en piqué Stuka ont volé en premier pour couper le lieu et isoler une zone cible. Cela a été fait en détruisant les lignes de chemin de fer et les centres de communication, ce qui a eu pour conséquence que personne n'a même pu penser à monter une défense avant l'arrivée des chars et de l'infanterie pour achever l'occupation. Alors que la Blitzkrieg de Hitler était déjà en cours, Neville Chamberlain a lancé un ultimatum. Soit l'Allemagne devait se retirer du sol polonais avant 11 h le matin du 3 septembre, soit il y aurait la guerre.
Lorsqu'aucune réponse n'est venue de Hitler, juste 15 minutes après l'expiration de l'ultimatum, Chamberlain a annoncé à la nation que la guerre avait été déclarée. I am speaking to you in the cabinet room of 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note stating that unless we heard from them by 11 o'clock, that they were prepared at once to withdraw their troops from Poland, a state of war would exist between us. I have to tell you now that no such undertaking has been received, and that consequently this country is at war with Germany. Les nations du Commonwealth, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud et l'Inde étaient toutes prêtes à se lever et à être comptées dans la lutte contre la tyrannie nazie, et la France a rapidement suivi l'exemple de Chamberlain quelques heures plus tard, déclarant également la guerre à l'Allemagne. Quelles que soient les erreurs de jugement que Chamberlain a commises en ne parvenant pas à prévenir le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, en ce jour le plus historique, il a au moins pris l'une de ses meilleures décisions. Winston Churchill, qui avait si vigoureusement argumenté contre la négociation avec Hitler, a été invité à reprendre son poste de premier lord de l'Amirauté qu'il avait occupé pour la dernière fois en 1916. La légende veut que l'Amirauté ait envoyé un message jubilatoire à tous ses navires, annonçant simplement « Winston est de retour ». Comprendre le rôle de Churchill pendant la Seconde Guerre mondiale est crucial, car il était un personnage unique, capable de changer le cours de l'histoire par la seule force de sa personnalité. De même, dans ses premiers mois de la guerre, il était déjà à l'âge de la retraite et avait un passé politique coloré pour le moins. Né dans l'aristocratie britannique, en novembre 1874 au palais de Blenheim dans l'Oxfordshire, Winston était le fils de Lord Randolph Churchill et de sa femme américaine, la beauté de la société, Jenny Jerome. En matière d'éducation, Winston était loin d'être exceptionnel, mais il était déterminé à réussir l'examen d'entrée à Sandhurst, et quand il l'a fait, c'était le début d'une carrière militaire qui le mènerait aussi loin que l'Inde et l'Afrique du Sud. Néanmoins, c'est son travail en tant que correspondant de guerre plutôt que soldat qui l'a fait remarquer du public. À son retour en Grande-Bretagne, Winston a décidé de suivre les traces de son père et d'entrer en politique. C'est ainsi qu'il est devenu premier lord de l'Amirauté pendant la Première Guerre mondiale. Malheureusement, cependant, son style franc signifiait qu'il est devenu le bouc émissaire du désastre de Gallipoli, où tant de soldats de Grande-Bretagne et du Commonwealth sont morts, forçant Winston à prendre du recul à la Chambre des communes. Churchill n'a jamais été du genre à abandonner sans se battre, et dans les années 1920, il était de retour en affaires, montant au poste de chancelier de l'Échiquier. Cependant, encore une fois, ses opinions franches ont causé des problèmes, et alors que les années 1930 voyaient Hitler monter au pouvoir, Winston était dans ses années de désert. Même ainsi, il n'y avait pas moyen de faire taire Churchill à propos de Hitler, comme nous l'avons déjà entendu, avertissant le monde entier de ce qui se passerait si aucune action n'était prise rapidement. Par conséquent, lorsque Winston Churchill a pris son poste à l'Amirauté, le peuple britannique s'est tourné vers l'homme qui avait si résolument prédit ce que Hitler ferait et attendait beaucoup de lui. Et jamais il n'a été plus vital qu'un leader d'hommes émerge, car le même jour que Churchill a pris le commandement du côté naval de la division de guerre, un sous-marin allemand a torpillé un navire de passagers britanniques qui transportait plus de 1000 personnes de Glasgow au Canada, dont environ 300 étaient américains. Le navire, appelé l'Athenia, a été coulé, tuant 118 civils qui étaient à bord.
Le commandant du sous-marin, le lieutenant Fritz Julius Lemp, était sans aucun doute au courant des règles de la Convention internationale de navigation, qui stipulait qu'il était illégal d'ouvrir le feu sur des navires de passagers ou de marchandises. Sans avertissement, il a tiré 2 torpilles, a plongé puis a refait surface pour tirer une dernière torpille. Cependant, il est probable qu'il ait pris l'Athenia pour un navire de guerre et son échec à offrir de l'aide tout en maintenant le silence radio a aggravé l'erreur alors que le sous-marin quittait rapidement les lieux. Alors que la nouvelle du sort de l'Athenia se répandait dans le monde entier, au cours des 24 heures suivantes, tous ceux qui en ont entendu parler ont été outrés. En fait, la première chose qu'Adolf Hitler a fait a été de nier toute connaissance de l'incident alors qu'il ordonnait que le journal de bord du sous-marin soit réécrit, tandis que Joseph Goebbels, le ministre nazi de la propagande, affirmait que c'était une torpille d'un sous-marin britannique qui avait touché l'Athenia. Plus tard, il a ajouté que c'était tout un coup de publicité de Winston Churchill pour discréditer l'Allemagne et pour entraîner les États-Unis dans la guerre, prouvant sans aucun doute que le nouveau premier lord de l'amirauté faisait déjà des vagues. Pendant ce temps, alors que la bataille pour la suprématie en mer commençait en toute sincérité, la première attaque aérienne britannique, gracieuseté de la RAF, a été lancée le 4 septembre, mais tout ne s'est pas déroulé comme prévu. Les avions se sont perdus, ont été abattus et, tout comme le U-boat de Lamp, ont attaqué les mauvais navires et pire encore à un moment donné, le mauvais pays. Sur 29 bombardiers décollés pour semer la peur et la terreur dans les bases navales allemandes, seuls 8 ont réussi à le faire. Deux jours plus tard, un autre désastre a frappé la RAF lorsqu'une fausse alerte de raid aérien a retenti, incitant plusieurs Hurricane et Spitfire à prendre les airs pour finir par s'abattre les uns les autres, sans avion ennemi en vue. Néanmoins, comme le sont les fortunes de la guerre, une semaine plus tard, il y a eu un succès pour les Britanniques lorsque le premier navire allemand a été détruit. Un sous-marin chargé de profondeur et coulé par un destroyer britannique. Toutes les célébrations jubilatoires devaient malheureusement être de courte durée, car le 17 septembre, le HMS Courageous a été coulé au large de l'Irlande par un sous-marin de représailles, faisant perdre la vie à 500 membres de l'équipage du porte-avions britannique. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erstes Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Après le choc initial de la déclaration de guerre en Grande-Bretagne, la vie a continué à peu près normalement. En fait, ce calme avant la tempête est souvent appelé la guerre factice et beaucoup des enfants évacués à la hâte vers la campagne sont rentrés chez eux. Une routine de couvre-feu est rapidement devenue monnaie courante et les extinctions nocturnes pour empêcher les bombardiers allemands de trouver leur cible s'ils prenaient à les airs avec effet immédiat étaient strictement respectées. L'éclairage public a également été éteint et les automobilistes n'étaient pas autorisés à utiliser les phares, ce qui a entraîné plusieurs victimes d'accidents de la route. Cependant, pour le peuple de Pologne, c'était une histoire très différente. Et l'horreur de ce dont les soldats, sous le commandement de Hitler, étaient de capables est rapidement devenue trop évidente. Il n'y avait pas d'échappatoire à la machine de guerre allemande bien ordonnée, et alors que les Britanniques et les Français étaient convaincus que les Polonais pouvaient se défendre pour le moment du moins, ils se trompaient tristement. L'attaque contre le peuple polonais a également été fulgurante, et lors de l'opération Tannenberg, des exécutions de masse ont entraîné plus de 21 000 meurtres impitoyables, alors que les atrocités de la guerre faisaient leur effet. Malgré les chances si défavorables, ceux qui restaient de la milice polonaise et autant de volontaires civils que possible ont tenté de défendre Varsovie.
Mais le pire était encore à venir, et le 17 septembre, l'armée rouge soviétique a envahi la Pologne par l'Est, avec 40 divisions, soit 800 000 hommes, rendant toute résistance de la Pologne face à des attaques de tous côtés impossible. Les Russes avaient été promis à la terre dans le cadre de l'accord de non-agression de Hitler et Staline étaient déterminés à revendiquer ce qu'ils croyaient que la Russie devait. Cependant, dans un coup de chance, des membres du bureau des chiffres polonais, armés de connaissances internes du code Enigma, utilisé par les Allemands pour de nombreuses communications, ont réussi à échapper aux griffes des Russes envahisseurs avec 2 des machines Enigma. Lorsqu'ils sont arrivés en toute sécurité à Paris, c'était pour une réception triomphale le 1er octobre et pour une très bonne raison. Ces machines Enigma étaient utilisées pour crypter et décrypter des messages secrets et bien qu'elles aient été utilisées commercialement dans les années 2020, c'est pendant la Seconde Guerre mondiale qu'elles ont été adoptées par l'armée allemande. Bien que les véritables implications de cette évasion ne soient pas pleinement réalisées avant un certain temps, les renseignements obtenus grâce à cette source, codée Ultra, se sont avérés d'une aide significative pour l'effort de guerre allié. À la fin de septembre, la ville assiégée et battue de Varsovie est tombée aux mains des nazis après avoir été bombardée par la Luftwaffe volant à basse altitude. Il n'y avait pas de répit pour la Pologne car c'était déjà l'une des forces aériennes les plus fortes, les plus avancées et les plus expérimentées au combat dans le monde lors du déclenchement de la guerre en 1939. Officiellement dévoilé en 1935 en violation directe du traité de Versailles, son but était de soutenir le Blitzkrieg de Hitler à travers l'Europe. Les avions qui devaient servir dans la Luftwaffe étaient d'un nouvel âge et bien supérieurs à ceux de la plupart des autres nations dans les années 30. Sous une telle pression, il a fallu seulement quelques jours pour que la Pologne se rende sans condition le 27 septembre. Juste un jour plus tard, la Pologne a été impitoyablement partitionnée par la Russie et l'Allemagne, Hitler revendiquant près de 73 000 miles carrés de territoire polonais, qui était tragiquement le foyer de près de 2 millions de Juifs, tandis que la Russie engloutissait 78 000 miles carrés. Les États baltes de Lituanie, de Lettonie et d'Estonie ont également été pris par la Russie. De la milice polonaise, la majorité a été faite prisonnière par les Allemands, tandis que les pertes militaires de Hitler lors de cette campagne étaient minimes, et pour les Russes, les pertes étaient encore moindres, car au moment de leur invasion, la Pologne était déjà submergée. Au cours des premiers jours d'octobre, le traitement d'Adolf Hitler des Polonais vaincus était épouvantable alors que son plan d'expulsion ou de meurtre autant que possible était mis en action. Ils étaient à ses yeux une population étrangère, dangereuse pour le Reich. Et même à ce stade précoce, les atrocités commises au nom de la pureté raciale étaient révoltantes. Mais le programme d'extermination, codé Action T4, ne s'appliquait pas seulement à la Pologne, car en Allemagne, ce qui avait commencé beaucoup plus tôt avec l'euthanasie forcée des personnes âgées et des malades mentaux a été étendu alors que le plan diabolique de Hitler pour une nation aryenne commençait également à se concentrer sur les nouveau-nés et les très jeunes enfants. C'était le travail des médecins et des sages-femmes d'enregistrer tout enfant né avec une quelconque déficience afin que les responsables de Hitler puissent décider qui vivait ou mourait. Des questionnaires ont également été envoyés à toute personne qui n'avait pas la citoyenneté allemande ou qui n'était pas de sang allemand, et alors que le régime de terreur de Hitler se propageait à travers les territoires qu'il conquérait, son propre peuple subissait des horreurs égales.
Les expériences utilisant des chambres à gaz dans les centres d'euthanasie, que ce soit en Allemagne ou ailleurs, ont finalement servi de formation pour les SS. Cette élite de nazis, en gros, la garde prétorienne du Führer, mettrait en œuvre la solution finale de génocide de Hitler et sous le commandement de Heinrich Himmler, les SS se renforçaient rapidement. Il est intéressant de noter que bien que ce soit l'extermination des Juifs par les SSS qui soit la plus connue, les communistes, les races ethniques, les homosexuels et même les francs-maçons ont également été ciblés de manière tout aussi vicieuse. Au fur et à mesure que la guerre progressait, l'expérience technique acquise lors du programme d'euthanasie a été utilisée dans la construction d'énormes centres d'extermination à Auschwitz, Treblinka et d'autres camps de concentration dans le but d'exterminer toute la population juive d'Europe et sur les 6 millions de juifs européens assassinés pendant l'Holocauste, beaucoup d'entre eux étaient polonais. Malgré les actions de Hitler en Pologne qui ont entraîné la déclaration de guerre, il avait encore l'espoir d'un règlement négocié avec les Britanniques, mais le 12 octobre, le Premier ministre Neville Chamberlain a rejeté les propositions de paix insincères de Hitler et a dit au peuple britannique qu'aucune promesse de Hitler ou du gouvernement allemand actuel ne devrait être crue ou acceptée comme un fait. Néanmoins, bien que la leçon que Hitler n'était pas digne de confiance ait été tirée du débâcle du traité de Munich, qu'il avait si facilement accepté, sous la direction de Chamberlain, il n'y a eu aucune tentative de devenir proactif contre les nazis. Par conséquent, le Führer allemand n'a pas perdu de temps à renforcer sa position tandis que les Alliés continuaient à maintenir une veille et une attente. Pendant ce temps, en Pologne, la situation s'est encore détériorée alors que les nazis concentraient leurs efforts pour rassembler la population juive de la nation et les envoyer soit dans des camps de travail forcé, soit les confiner dans un ghetto localisé à Varsovie, créant d'innombrables lois restrictives et inutiles à respecter. Par exemple, le port d'un chapeau de feutre serait punissable de mort et il est difficile d'imaginer la terreur que ce genre de persécution a générée. Malgré la machine de propagande allemande déjà bien rodée sous le commandement vigilant de Joseph Goebbels en novembre, des nouvelles de ce qui arrivait à ceux qui n'étaient là pas considérés comme de race pure, chez eux et à l'étranger ont commencé à se répandre et il y avait ceux qui commençaient à se demander si Hitler était le sauveur de l'Allemagne qu'il avait promis d'être. Au tout début du mois, un dossier rempli de recherches sur les armes allemandes top secrètes a été envoyé en Norvège avec une note attachée qui disait « d'un scientifique allemand qui vous souhaite à tous du bien ». Puis quelques jours plus tard, la première d'une série de tentatives d'assassinat ratées sur la vie d'Adolf Hitler a été réalisée. C'était dans la même brasserie de Munich où Hitler avait tenté son propre coup d'État militaire tant d'années plus tôt et qui avait été tout aussi désastreuse. La bombe qui aurait pu mettre fin à la Seconde Guerre mondiale avant qu'elle n'ait vraiment eu la chance de commencer a explosé 26 minutes après le départ du Führer et comme 8 personnes ont été tuées dans l'explosion, il est probable que si Hitler n'avait pas terminé son discours plus tôt que prévu, cela aurait pu être son dernier. L'homme responsable de la bombe, Georg Elser, a été arrêté alors qu'il tentait de franchir illégalement la frontière vers la Suisse, alors que Hitler était encore en train de parler. Il semble avoir agi seul, outré par le fait que le peuple allemand avait perdu tant de liberté personnelle, car même l'éducation des enfants avait été retirée à leurs parents et confiée à des institutions telles que la jeunesse hitlérienne.
principaux protagonistes de cette première partie de la guerre commençaient maintenant à se positionner et après avoir sécurisé leur avantage en Pologne, les Russes ont tourné leur attention vers la Finlande. Joseph Staline avait toutes les raisons de se méfier d'Adolf Hitler, comme les années de guerre à venir le prouveraient, et bien que le pacte de non-agression entre eux ait permis aux Allemands de déferler sur l'Europe, Staline avait également son propre agenda. De même, la Russie était vigilante à l'égard des Alliés et la Finlande leur donnerait un tampon tactique, protégeant ce que Staline considérait comme la ville vulnérable de Leningrad de toute armée qui pourrait la cibler. Lorsque les lignes de bataille ont été tracées entre la Russie et la Finlande à la fin de novembre, l'armée rouge russe pensait avoir une tâche facile devant elle. Adoptant une offensive similaire à celle du Blitzkrieg allemand qu'ils avaient vu fonctionner si efficacement en Pologne, ils anticipaient une victoire en quelques semaines, mais c'était la première de nombreuses occasions où d'autres facteurs, notamment le temps, auraient une influence importante sur le résultat. La Finlande étant un pays relativement peu peuplé, ils ont eu du mal à mobiliser une armée assez grande pour se défendre contre les Russes qui semblaient avoir un approvisionnement illimité de soldats. Même ainsi, les troupes finlandaises ont pu utiliser leur terrain hostile à leur avantage. Ils étaient de bien habitués aux forêts et aux régions enneigées de leur patrie, et bien qu'en infériorité numérique face à l'opposition, leur détermination à défendre la Finlande était farouchement patriotique. L'hiver de 1939 a été l'un des pires jamais connus en Finlande, et ironiquement, les troupes de l'armée rouge avaient en fait été envoyées du sud de la Russie, donc le temps froid les rendait particulièrement vulnérables. Mais l'armée russe avait une autre faiblesse. Les commandants sur le terrain ne pouvaient pas décider sans l'approbation d'une autorité supérieure, ce qui entraînait des retards significatifs sur le champ de bataille. Par conséquent, l'armée russe était souvent un dinosaure lent, entravé à la fois par la géographie de la Finlande et sa rigidité en termes de stratégie. Alors que le Blitzkrieg avait été conçu pour incorporer tous les aspects de l'armée et de l'armée de l'air allemande, chaque partie de l'armée russe agissait comme des entités séparées. De plus, des vêtements de camouflage blanc n'ont pas été distribués aux Russes et leurs véhicules ne pouvaient de tout simplement pas faire face aux conditions de gel. De nombreuses parties de la frontière de 600 miles étaient tout simplement infranchissables, donc les Finlandais pouvaient prédire les routes que les premières étapes de l'invasion prendraient. L'armée de l'air russe était également limitée dans le temps qu'elle pouvait aider l'armée en raison de la brièveté des jours pendant les mois d'hiver. Lorsqu'ils volaient, les Russes subissaient de lourdes pertes, perdant 800 avions, et bien qu'il faille attendre la nouvelle année de 1940 avant que ce conflit ne soit résolu, les Finlandais étaient de loin d'être intimidés par les Russes. De retour en Grande-Bretagne, en décembre, la limite d'âge pour la conscription a été élargie 2 fois en 2 semaines, avec des hommes âgés de 19 à 41 ans appelés à rejoindre les forces armées.
Les femmes âgées de 20 à 30 ans étaient acceptées pour différents niveaux de service. C'était aussi le mois où la Royal Navy s'est retrouvée impliquée dans la première grande bataille navale de l'Atlantique Sud pendant la Seconde Guerre mondiale, qui est devenue connue sous le nom de bataille du Rio de la Plata. Elle a eu lieu au large des côtes de l'Argentine et de l'Uruguay, où le navire de guerre allemand, le Graf Spee, avait attaqué avec succès des navires marchands dans la région. La marine britannique avait non pas un, mais 4 croiseurs dans la région, l'Ajax, l'Exeter, le Cumberland et l'Achilles. Et le commandant de cette division sud-américaine s'est lancé à la poursuite du dangereux navire allemand. Le traité de Versailles avait interdit à l'Allemagne de construire de grands navires de guerre classiques lorsque la nation avait été contrainte de désarmer et de cesser la production militaire. L'Allemagne a donc construit des navires plus petits et plus compacts, et le Graf Spee, mis en service en 1936, était assez rapide pour dépasser de nombreux navires de guerre, et comme il avait également été armé avec suffisamment d'armes, c'était un ennemi redoutable. Néanmoins, lors de la bataille du Rio de la Plata, la marine britannique a finalement forcé le Graf Spee à se réfugier dans le port neutre de Montevideo. L'Exeter a été gravement endommagé, mais comme il y avait une restriction de temps sur combien de temps le navire allemand pouvait rester, le capitaine du Graf Spee, Hans Langsdorff, savait qu'il ne pouvait repousser une confrontation avec la marine britannique que pendant un court moment. Cependant, c'est le renseignement britannique qui a vraiment remporté la journée à cette occasion, ayant convaincu Langsdorff qu'il était complètement dépassé et n'avait aucune chance de s'échapper, même si ce serait des jours avant que la flotte n'arrive réellement. Déterminé à sauver la vie de son équipage, le capitaine allemand a décidé de s'aborder le navire et 3 jours plus tard, il s'est suicidé pour prouver qu'il n'était pas un lâche. Ironiquement, tous les marins britanniques, capturés par Langsdorff, ont affirmé qu'ils avaient été extrêmement bien traités par lui. Et il était sans aucun doute un homme d'honneur, même si certains historiens ont remis en question son jugement. C'était encore les premiers jours de la guerre et toute l'action n'était pas au poste de combat. À la Société des Nations, les actions russes contre les Finlandais signifiaient qu'ils étaient expulsés. L'Organisation internationale de maintien de la paix croyait encore qu'il y avait une chance pour la diplomatie. Mais avec des individus aussi déterminés que Staline et Hitler à essayer de contrôler, il y avait peu de place pour la manœuvre ou la rationalité. La Société des Nations avait été l'idée du président américain Woodrow Wilson, et bien que sa motivation était louable, en pratique, le concept était semé d'embûches. Alors que la société était née avec la mission exaltée de prévenir une autre grande guerre, elle s'est avérée inefficace, incapable de protéger la Chine d'une invasion japonaise ou l'Abyssinie d'une invasion italienne. La société avait également été impuissante face à la réarmement allemand et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Il y avait peu de choses que la Société des Nations pouvait faire pour remplir la tâche qui lui avait été confiée après la Première Guerre mondiale, qui aurait dû, en droit, mettre fin à toutes les guerres. L'Allemagne et le Japon se sont retirés volontairement de la société en 1933 et l'Italie en 1937. Les véritables desseins impériaux de la Russie sont rapidement devenus apparents avec son occupation de l'Est de la Pologne en septembre 1939.
tandis que la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie avaient été terrorisées pour signer un pacte d'assistance mutuelle, qui donnait à Staline des bases aériennes et navales en position stratégique. Même ainsi, c'est l'invasion de la Finlande, où aucune provocation ou pacte ne pouvait justifier l'agression, qui a entraîné une condamnation mondiale. Fait intéressant, le successeur du président Wilson, Franklin D. Roosevelt, qui a été contraint de rester en marge pendant les premières escarmouches de la guerre en raison de l'opinion publique américaine, a dénoncé l'invasion, ce qui a entraîné le retrait des Russes de l'exposition universelle de New York. Et la prochaine étape a été pour la Société des Nations d'expulser la Russie, alors que le monde faisait face à un conflit mondial qu'aucun groupe de maintien de la paix ne pouvait espérer apaiser. L'organisation née de si bonnes intentions faisait face à sa propre conclusion. À la fin de 1939, avec Noël à l'horizon, davantage de troupes britanniques étaient envoyées loin de leur famille pour aider l'effort de guerre des nations déjà en danger direct des nazis d'Adolf Hitler. Et le Commonwealth a ajouté au nombre d'hommes disponibles, avec plus de 7000 troupes canadiennes arrivant en Grande-Bretagne, prêtes à gonfler les rangs, tandis que des soldats indiens étaient envoyés en France. Le tour de montagne russe, qui avait été la route vers la guerre, était maintenant à son point culminant, et bien qu'en Grande-Bretagne du moins les choses semblaient encore peu changer, l'élan de l'agression était sur le point de devenir irrésistible. Ces quelques mois étaient vraiment le calme avant la tempête. Et alors que Neville Chamberlain et son gouvernement observaient ce que Hitler allait faire ensuite, Winston Churchill dénonçait une fois de plus l'inactivité de la Grande-Bretagne. Pour le premier lord de l'amirauté, la meilleure forme de défense était certainement l'attaque, et Chamberlain était bien et bien dans la ligne de mire aux côtés d'Adolf Hitler. Churchill était désespérément inquiet que les Allemands s'apprêtaient à cibler la Norvège, d'où la machine de guerre d'Hitler avait accès à une grande partie du minerai de fer nécessaire à la production. Mais il semblait que les leçons de 1938 et du traité de Munich aient été oubliées par Chamberlain, alors que les graves avertissements de Churchill étaient une fois de plus ignorés et les premiers mois de 1940 s'annonçaient très intéressants.